d'Avoriaz pour 1985, Terminator. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, l'androïde paranoïde, et mes T800 sont... Dirty Tommy, viens podcaster avec moi si tu veux vivre. Philippe, c'est bon. Fuck you, asshole. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Terminator sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe, le premier modèle de Terminator, puissant et fiable. Et Dirty Tommy, le nouveau modèle, aiguisé et rutilant comme une Cadillac meurtrière. Et que nous accueillons avec une très grande joie pour la première fois dans l'émission. Bienvenue, Tommy. Merci beaucoup et enchanté. Et merci de m'avoir invité, Jean. Vraiment très honoré. Je suis ravi. Je sais que on a eu ton cousin la semaine dernière et puis petit à petit, on ne désespère pas d'avoir toute ta famille dans l'émission. Pourquoi pas, allez hop. On a tout le monde. Ton cousin David Ben Mussa, le film talker, bien sûr. Donc on a qu'on aime énormément aussi. Mais avant que nous ne soulevions le capot du Terminator et ne mettions les mains dans le cambouis, un rappel très important. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube. Avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff. Et maintenant, avant que Tommy ne nous raconte la genèse du film, Philippe, qui a joué l'homme de fer blanc dans Le Magicien d'Oz, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur, entre deux étages. Un robot venu du futur a pour mission d'éliminer une serveuse nommée Sarah Connor. Pas parce qu'elle a un brushing monstrueux, mais parce qu'elle va bientôt donner naissance au sauveur de l'humanité. Bravo mon pitchounet. Et maintenant c'est au tour de Tommy de nous ramener à la source et de nous raconter la genèse du chef-d'œuvre de James Cameron. Alors, en gros, James Cameron, il a eu l'idée de ce film alors qu'il était en Italie lors du montage de Piranha 2. Ouais. Qui est irregardable, disons-le clairement. J'ai jamais pu le voir en entier, c'est impossible. Et donc il était là-bas, donc il était un peu loin de tout, il était un peu loin de sa famille, tout ça, et il est tombé malade, il était dans sa chambre d'hôtel et il a fait un cauchemar. Alors c'est pas vraiment une légende parce que lui-même le raconte, hein, il le dit vraiment comme ça. Il dit qu'il était dans sa chambre d'hôtel, qu'il avait une fièvre incroyable et qu'il a eu cette vision d'un espèce de torse comme ça immense qui sortait des flammes. Ça, c'est le truc qu'il a eu. C'était comme un espèce de flash, enfin de cauchemar qui a duré un certain temps. Et après, ça lui a donné l'idée de développer cette idée-là, sachant que il avait auparavant réalisé un court-métrage qui s'appelait Xenogenesis, si je me trompe pas. Ah, je savais pas ça, ouais. Ouais, et dans lequel il était question en fait justement déjà de cette de cette dualité en fait cyborg, Homme-machine. Ouais, homme-machine, voilà, ouais, homme-machine. Ouais. Donc il avait déjà eu ce truc-là, il a décidé de le combiner en fait après en écrivant le scénario avec un ami à lui co-scénariste, et ils ont développé d'abord l'histoire de Sarah Connor. Et puis après, évidemment, il était question de développer toute cette histoire autour d'une machine, enfin d'un cyborg qui viendrait dans le passé pour éliminer évidemment le futur fils de la Résistance. Et du coup, il écrit le scénario et il va rencontrer Gail Ann Hurd à ce moment-là, donc qui va devenir plus tard sa femme d'ailleurs, hein, qui était productrice à l'époque, je crois, pour Roger Corman. Et il va lui vendre le scénario pour $1 symbolique. Donc du coup, ça veut dire que normalement James Cameron n'a absolument pas les droits sur Terminator. Ça c'est assez fou quand on y pense. Et donc il va lui vendre les droits dans le but de le réaliser, puisque en gros la société de prod n'est pas du tout d'accord pour que ce soit lui qui le réalise. Voilà, donc il obtient ce droit-là, et ensuite se joue l'histoire du casting. Et là c'est assez marrant. Au départ, il était question que ce soit Lance Henriksen qui va se retrouver justement dans le rôle du flic
qui lui avait Ouais. passé l'audition pour être le Terminator, et Ouais. qui était quand même plus ou moins convaincant, mais bon, Cameron, on sait qu'il a une réputation d'être un peu chiant, donc il s'est dit non, mais ça correspond pas vraiment au rôle, voilà, donc il va lui donner le rôle du flic. That coffee's 2 hours cold. I put a cigarette out of it. Enfin, même O.J. Simpson était sur les Incroyable. rangs pour interpréter le Terminator, Ouais. mais pas assez convaincant, pas assez fort, pas assez robot tueur, jusqu'au boutiste comme ça. Et va se poser la question donc de Schwarzenegger, mais qui lui va être relégué, si tu veux, sur le rôle de Kyle Reese, donc Ouais. joué par Michael Biehn. Come with me if you want to live. Et le problème, c'est que Kyle Reese, c'est un mec qui se fond dans la masse. Et quand t'as la carrure d'un Schwarzenegger, il y a quelque chose qui marche pas. Et en plus, Schwarzenegger, donc quand il lit le script, il dit mais le Terminator, c'est moi, quoi. Ça peut pas, je peux pas jouer un autre Mais rôle ça, que c'est un coup de génie quand même de la part de Schwarzenegger de voir que tout d'un coup, il paraît que pendant leur dîner, Cameron a été complètement fasciné par ce personnage. Il paraît qu'il avait son carnet et qu'il lui demandait de se taire pour pouvoir faire des sketchs de son visage. Donc Oui. il l'imaginait déjà dans la machine. Et Philippe, il y a un truc qui est étonnant, c'est que effectivement, comme tu dis, il sortait de Piranha 2, donc personne voulait le laisser mettre en scène quoi que ce soit. Et il a l'intelligence de faire un deal où effectivement les gens aiment beaucoup le scénario et veulent se débarrasser de lui, mais par contractuellement, ils sont obligés d'engager Cameron. Et c'est ce qu'avait fait Shyamalan pour le Sixième Sens aussi, parce que la première chose que Bruce Willis a voulu faire quand il a lu le scénario, il a dit merveilleux, je le fais, mais dégagez-moi ce mec, tu vois. The one, the only, the classic Halloween. Cameron est inspiré par John Carpenter avec Halloween, justement pour avoir ce côté un peu guérilla cinéma qu'on retrouve dans le premier Terminator, puisque c'est un petit budget et qui fait des choses absolument hallucinantes. Mais ce qui nous amène bien sûr à Philippe et au casting du film. Casting mythique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Arnold, il avait 37 ans quand il a tourné le film, c'était un ancien champion de culturisme. Il avait fait un film d'auteur qui s'appelait Stay Hungry, où il se joue pratiquement lui-même, mais sur un plan presque poétique, un espèce de colosse qui jouait du violon. Enfin, c'était un joli rôle, il était pas mal dedans. C'est Ensuite, vrai. il a fait les deux Conan. Le premier, bien sûr, et le deuxième un peu moins terrible. Et voilà, il arrive sur Terminator, comme vient de le raconter Tommy, c'était pas lui qui était évidemment casté pour le rôle. Et aujourd'hui, on se demande comment ils ont pu penser à quelqu'un d'autre, quoi. C'est-à-dire, c'est évidemment un personnage de bande dessinée sur pattes, quoi. C'est une espèce de musclore invincible, etc. Et qui a accepté assez tôt dans le film de se défigurer complètement. Ouais. Assez tôt, quand il a la gueule à moitié arrachée et qu'il met des lunettes noires et tout. Et pour finir, les 20 dernières minutes du film en robot. C'est-à-dire, il n'y a plus de viande. C'est en acier. Et c'est étonnant de faire ça. Et c'est vrai que peut-être s'il avait été superstar à ce moment-là, il aurait dit non, moi je suis pas un robot en acier. Mais en tout cas, là, il l'a fait. Et Mais c'est vrai. Et Tommy, en fait, pour lui, c'était un tout petit film. En fait, avec son agent, ils se sont dit, on va le faire. Comme ça, si ça marche pas, si c'est de la merde, personne ne le verra. Et en fait, c'est le film qui allait définir toute sa carrière par la suite, puisqu'il n'arrêterait pas de dire I'll be back dans tous les films qui suivent. Wait, where are you going? I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say. I do? Everybody keeps waiting for you to work it in. It's kind of like your calling card. On l'appelait même le gouvernateur, tu sais, quand il Oui, est devenu oui. gouverneur des États-Unis. Mais tu sais, quand j'ai vu le film la première fois, je pensais aller voir moi aussi une série B anonyme, etc. Et je sais que ça avait été un choc esthétique pour ma génération de spectateurs, total, parce qu'on n'a pas vu ça du tout comme une série B. Hein. On pensait que c'était le summum de la technologie, c'est une nouvelle SF, un nouveau film d'action. Et les échos de ce film sont encore sensibles aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que c'est tourné comme une série B, vraiment de l'époque, avec très très peu de moyens. Je crois que c'est un coût de 6-7 millions de budget. Alors, il va en rapporter près de 80 millions. C'est un succès colossal. Et c'est vrai que on peut s'étonner encore de cet esprit série B, mais qui devient carrément un chef-d'œuvre par la thématique, évidemment, parce que c'est pas juste un slasher, en fait. C'est là où non. Il y a un vrai scénario avec un vrai thème, déjà, ce qui est énorme pour ce genre de film. Et je te dis, à l'époque, c'était un choc esthétique. Et je me souviens des discussions interminables sur les films qui avaient vieilli, celui qui n'a pas vieilli. Alors aujourd'hui, je trouve, pour l'avoir revu là, il y a 2 jours,
Il a vieilli, c'est incontestable. Hein, les effets spéciaux ont pris un petit goût dans l'aile, le rythme un petit peu, les coiffures, bien sûr. Mais sinon, il est tout à fait regardable. C'est-à-dire, si tu as un peu d'indulgence et pas l'esprit trop caustique, tu peux tout à fait le regarder avec plaisir aujourd'hui. Hein. C'est vrai, Tommy, mais cette esthétique marquerait le cinéma pendant les 10 ans qui suivent, comme Alien, comme Mad Max, d'ailleurs, qui est une inspiration, Mad Max 2 pour Cameron. Schwarzenegger, qui au départ croit qu'il fait un petit film, voit 20 minutes du film au rush, tu sais, un premier montage, et là il a compris très très vite, parce qu'il est extraordinairement intelligent, qu'il était sur un truc très important pour lui, quoi. C'est vrai que c'est un film qui a vieilli, mais la thématique est tellement puissante, l'histoire est tellement bien menée, l'aspect extrêmement angoissant du film, allié au fait qu'on est effectivement dans un mélange de slasher et de films de science-fiction quasi ultime. On Exactement. en oublie presque, c'est fou parce qu'on en oublie presque effectivement que les effets spéciaux ont vachement mal vieilli par rapport à, par exemple, à Terminator 2. Et on s'en fout complètement parce que c'est tellement bien raconté, c'est tellement tout audacieux. à fait d'accord. Et puis tu vois ces films qui ont toute cette CGI et cette débauche d'effets spéciaux qui sont déjà démodés, alors que celui-là est quand même tient très très bien la route. Et ce mélange d'horreur et d'SF, on n'avait pas vu ça depuis Alien, c'est aussi réussi que ça, avec en plus les thèmes de voyage dans le temps qui sont quand même extraordinaires, qui amènent un truc comme Back to the Future tout d'un coup, mais dans un film d'horreur et de robots. Donc comme dit Philippe, effectivement c'est une richesse extraordinaire. Et Tommy, tu savais qu'à l'époque il voulait faire le T-1000 déjà, la créature de métal liquide. Oui, en fait, il était question effectivement qu'ils mettent les deux robots dans le même film. Mais pour le coup, il s'est dit, non seulement la technologie, elle n'est pas assez développée pour que je le fasse, et en plus, c'est pas avec un budget de 6 millions, je pense qu'il se serait complètement ramassé. Donc, du coup, il a gardé l'idée, et voilà, qui va développer dans le 2. C'est ça, mais Philippe, de film en film, on sent qu'il développe sa technologie et que petit à petit, il arrive à faire les films dont il a rêvé 10 ans avant. Donc c'est un visionnaire et c'est quelqu'un qui est à la fois un Méliès, un Spielberg. C'est vraiment un personnage unique à qui nous rendons hommage pendant tout le mois de septembre. Mais Philippe, parle-nous un peu de Kyle Reese. I volunteered. Why? There's a chance to meet the legend. Sarah Connor. D'abord de Linda Hamilton, s'il te plaît. D'abord de Linda Hamilton. Ladies first, pardon. Quand même, 28 ans. Elle avait pas fait grand-chose avant. Elle avait fait Les Démons du Maïs. Et donc, elle joue Sarah Connor, la mère du futur. Come on, do I look like the mother of the future? I mean, am I tough? Organized? I can't even balance my checkbook. Écoute, outre sa coiffure, elle est très bien dedans. Elle joue un personnage complètement différent de ce qu'elle deviendra dans les suites, où c'était une espèce de Valkyrie musculeuse et tout. Là, c'est une petite jeune fille de LA, innocente, traquée, malheureuse. Reese. Why me? Elle est très bien, elle est attachante, elle est très, très jeune, voilà, très fraîche. Elle est très bien, elle tient tête à Michael Biehn. Reese! On your feet, soldier! On your feet! Auquel on arrive, qui a le même âge qu'elle, 28 ans. Une petite question d'abord à Tommy. Est-ce que c'était elle qui était aussi dans La Belle et la Bête avec Ron Perlman à la télévision? Ah oui, c'était Linda Hamilton, ouais, tout à fait, ouais. Catherine. Ah, c'est ça, donc elle avait déjà un petit nom avant. Alors, c'est après, je crois qu'elle a fait. Non, c'était après. C'était après, d'accord. Ok, d'accord. Ouais. Et j'ai appris grâce à Philippe que Klaus Kinski avait joué la bête dans La Belle et la Bête aussi à la télévision en Amérique. Tu le savais, Tommy? Non, là je l'apprends, là, tu vois. Moi, je l'ai vu le film, c'était un court-métrage de Roger Vadim avec Kinski dans le rôle de la bête et Suzanne Sarandon qui faisait la belle. Ah bah alors là, à tu voir vois, une fois dans sa vie. Ah ouais. C'est bien quand même ou non? Non. On peut pas dire c'est bien. Par contre, on rigole bien. Ouais. Bah, Michael Biehn alors, et j'ai lu que Sting était pressenti au départ. C'est toujours Sting dans ces années-là qui est pressenti. C'est comme dans Dangereusement Vôtre. À chaque fois c'est Sting et on termine sur quelqu'un d'autre. Michael Biehn, acteur de télé à l'époque,
qui fait sa grande entrée dans le cinéma. Il est formidable dans le film. Il est totalement impliqué dedans. Il y joue ça au premier degré, c'est-à-dire que tu ne peux que t'identifier, que avoir de l'empathie pour lui. It doesn't feel pity or remorse or fear, and it absolutely will not stop. Ever. Until you are dead. Donc il est vraiment, moi, je trouve, formidable dans le film. Et il a retourné 2 fois avec James Cameron dans Aliens, où il joue un Marines, et dans Abyss. Abyss, évidemment, où il jouait Il fait le le méchant méchant. Marine, psychopathe, où il était très également formidable. Donc c'est un acteur sous-estimé, je pense. Qui a fait Oui, une et puis carrière il a de peut-être pas série eu, B. il a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait, je trouve. Je sais pas s'il a eu s'il était difficile sur les plateaux ou s'il avait des problèmes, mais quand tu vois ce qu'il fait dans Tombstone, c'est un Voilà mec ce que qui j'allais dire. il est incroyable, ouais. Il a tourné 112 films. Je pense Wow. que sur les 112, il va y en avoir 10 regardables, tu vois. Ouais, Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est vrai que dans Tombstone, il est extraordinaire et on Ouais. sent tout le temps qu'il avait un potentiel énorme, tu vois. Mais je crois que c'est un acteur, tu sais, on en a déjà parlé, comme Lance Henriksen, Danny Trejo et tout ça. C'est des mecs qui acceptent tout. Ils tournent, Ouais. ils tournent sans arrêt. Et à un moment, ça se perd, quoi. Eric Roberts. Hein? Eric Roberts, on pense aussi Et à voilà, lui. Eric Ouais. Roberts, je crois que c'est le Ouais. recordman, Eric Roberts. Il doit avoir 800 films à son actif, c'est monstrueux, lui. Donc voilà, Extraordinaire. c'est des vedettariats potentiels qui se perdent parce qu'ils ont envie de tourner, parce qu'ils ont besoin de pognon, j'en sais rien, tu vois, mais c'est dommage pour lui, en tout cas. Alors que ce qu'on disait dans Alien, c'est qu'il aurait pu avoir une carrière comme Val Kilmer. Je veux dire, il avait à la fois le Complètement. profil d'un leading man, avec en Complètement. plus une dark side et des possibilités d'acteurs de second rôle. C'est-à-dire qu'il aimait créer des personnages aussi. Donc c'est dommage Tout à fait. qu'on ait pas. Ouais, mais il est assez Alors- formidable. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, Tommy, c'est que Schwarzenegger tourne Conan, le Destroyer, tu sais, avant. Et donc ils ont 9 mois de plus pour travailler le script. Et je crois que ça a été extrêmement bénéfique, comme dit Cameron, ces 9 mois où ils ont pu faire un script intouchable, quoi. Ouais, c'est vrai, ils ont pu le peaufiner, quoi. Et puis, Ouais. bon, c'est vrai, quand tu vois le résultat des 2 films, enfin, c'est quand même incroyable comment ça se joue la carrière d'un acteur, quoi. C'est-à-dire que Schwarzenegger qui continue à jouer les héros, mais le coup de génie, je crois que c'est... Parce que c'est quand même, je crois, le Terminator, c'est peut-être la seule incursion de Schwarzenegger dans le rôle du méchant. Parce qu'après, il jouera que les héros, que les gentils. Tu as raison, ouais. Et ça a été vraiment, pour moi, ouais, c'était le coup de génie, c'était le truc qu'il fallait. Et même si, du coup, j'ai été un peu déçu quand j'ai vu le 2, le fait que je sache qu'il joue pas le méchant, ça m'avait un peu agacé. Bon, finalement, le film est un chef-d'œuvre, mais je veux dire, Ouais. j'aurais voulu que ça continue, en fait. Mais je comprends qu'à ce moment-là de la carrière de Schwarzenegger, qu'il n'ait pas voulu aussi peut-être jouer le méchant. C'était... Mais en même temps, Mais c'est plus compliqué que ça, excuse-moi. Mais Ouais. il joue pas un méchant, il joue une machine. Oui, oui, oui. Tu vois, donc c'est Ouais, pas- ouais. ce qu'il fait dans le 1, c'est pas un méchant. Bah oui. J'y vais. On l'a programmé pour tuer Sarah Connor, il va tuer Sarah Connor. Sarah Connor. C'est à côté. Il y a dans une le des doute, plus pas belles programmé pour catchphrases. C'est Hein exactement ça. C'est exactement ça, ce que tu dis, Philippe, parce qu'il y a une des plus belles catchphrases qui est sur l'affiche du 2e film où il y a marqué It's, en anglais, je vais le dire et je traduirai après, It's nothing personal. C'est pas personnel. C'est-à-dire, c'est juste une machine. Ouais, c'est vrai. Et dans le 2 aussi, il est pas Ouais. sympa. Il Ouais. était programmé pour protéger le gamin. Donc, c'est pas du méchant, c'est une machine, quoi. Fuck you, asshole. Effectivement, mais après, c'est vrai qu'il correspond à l'archétype, si tu veux, du méchant dans un slasher classique, quoi. C'est-à-dire Ouais. que on a vu ça dans Halloween, on voit ça dans Alien, on voit ça, etc. Mais sauf que... Jason, bon, ouais. ouais, voilà, oui, Ouais. aussi, Vendredi Ouais. 13, mais il y a vraiment tout dans ce film. C'est... moi, je sais quand on me demande mon film préféré de Cameron, et j'aime quasiment tous ses films, hein, ça va même Intéressant, jusqu'à ouais. Avatar, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi Je crois aussi. que le préféré reste le premier Terminator, que moi je n'avais pas pu voir, à l'inverse de Philippe et certainement toi, Jean, en salle, évidemment, Ah parce oui, que moi je devais avoir 8 ans, donc évidemment je pouvais pas y aller. Ah ouais, mais Philippe avait déjà 55 ans. Moi, c'est un film que j'ai découvert parce que mon père n'arrêtait pas de m'en parler, parce que c'était toujours un fan de films de SF. Ah, Et cool. il me dit un jour, il faudrait que tu vois Terminator. Alors, il me raconte un peu l'histoire. Et Ah, je me génial. souviens que la première diffusion, ma première vision de Terminator, c'était sur la 5 à l'époque, où il diffusait beaucoup de films ricains. Et je crois que c'était, je sais plus, dans les années
87, 88. Donc moi, je l'ai découvert vraiment 4 ans plus tard, quoi, tu vois. Ah ouais, après, Et c'est drôle. sur un petit poste de rien du tout, ça captait mal et tout, les antennes à l'époque. Mais je suis sorti de ce film vraiment, et pourtant, c'était sur petit écran. Et j'ai compris que j'avais aimé tout de suite, en fait. Ah Il y avait pas ouais. de problème. Tu sais, c'est des plaisirs instantanés, Ouais. sans Et un forcément. classique instantané aussi. Ouais. C'est un classique Ouais. instantané sans véritablement bien comprendre les enjeux de ce voyage dans le temps. Enfin, c'est compréhensible, mais j'étais plus attaché à la première fois que je l'ai vu au côté slasher, film jusqu'au boutiste, indestructible, et Ouais. jusqu'où ça va aller et à quel moment ça va s'arrêter. Ça m'avait vraiment percuté. Enfin, c'est incroyable. C'est une expérience. C'est vrai, et c'est quelque part encore plus moderne aujourd'hui parce qu'avec l'AI, il avait vraiment prévu plein de trucs. Cameron, il était très en avance et il continue à nous prévenir de la menace qui arrive à grands pas vers nous avec tous ces Exactement. gens qui font du chat GPT. Ben ça va se retourner contre nous violemment, quoi. Ah, il le dit clairement. Il a dit, moi, de toute façon, j'ai prévenu tout le monde. Alors, c'est vrai que Cameron, il a un côté, je me la pète un peu, mais quelque part, on peut pas lui donner tort parce que bah, il l'avait écrit, il l'avait pensé, il l'avait prévu. C'est Il vrai. Bah ouais, le côté Skynet, voilà. Exactement, exactement. Il y a un visuel qui est magnifique, c'est l'œil rouge du Terminator qui me fait penser à HAL, tu sais, dans HAL 9000 dans 2001, et en fait c'est I'll be back, j'ai pensé. Ah, pas con. Ah ouais. Excusez-moi. I'll be back, Et ouais. j'ai lu un truc, Tommy et Philippe, c'est qu'en fait, le studio a donné des mémos, des notes au scénario de Cameron. Mais Cameron, qui est Cameron, alors ils lui ont demandé de rajouter un chien robot, probablement pour vendre des jouets. Come on, fella, get it. Hello, I'm Rag. Go for throat, Rag. Et Cameron les a envoyés chier. Mais même pour son premier film, il était déjà Cameron, tu vois. Et c'est pour ça que le film est extraordinaire. Mais j'imagine un chien robot courant à côté de Schwarzenegger. Alors qu'avec un chat, ce serait très bien passé. Ça aurait été mieux, ça aurait été même mieux. Ah mais tu vois, c'est là où les mecs ont pas compris. En fait, ils se sont dit, oui, on va peut-être pouvoir refaire Star Wars en vendant du jouet, etc. C'est Mais je crois ça. que c'est tellement à l'opposé. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans un film désespéré, on est dans un film poisseux, on est dans un film Exactement. où vraiment la violence règne partout. Non, c'est pas du tout le même état d'esprit, quoi. Et j'adore comme la boîte de nuit a le nom du genre du film, c'est Tech Noir, tu vois. Ah ouais, ça, c'est vrai que Tech Noir, ouais, avec la musique. Enfin, cette séquence, elle est extraordinaire, quoi. Quand il rentre, le videur, enfin, c'est là qu'on comprend en fait que ça va être très compliqué pour les héros, quoi. À partir du moment où il peut rentrer n'importe où et qu'il se débarrasse de n'importe qui. Incroyable. Comment c'est ça que j'aime dans ce film, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune facilité pour les héros, quoi. Exactement. Et tu vois, tu peux pas avoir de facilité, tu peux pas avoir de trucs scénaristiques où tu te dis, hop, t'as un truc sorti d'un chapeau et d'un seul coup, bon, bah, les personnages s'en sortent. C'est impossible. En prenant ce parti pris de personnages robots, tueurs, indestructibles, on se dit, mais waouh, mais comment c'est possible scénaristiquement d'écrire des personnages qui peuvent s'en sortir? Enfin, c'est là où moi je trouve ça fabuleux, ce scénario, quoi. Et pourtant, c'est simple, juste sur la course-poursuite, mais après, ça se complexifie effectivement quand il y a l'histoire du futur, quoi. Ce qui est formidable, c'est que quand dans les scènes d'action, tu sais, quand tu te dis à un moment donné, mais pourquoi il continue de décharger des centaines de chargeurs de balles gros calibre sur lui, ça ne sert à rien. Tu vois, et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plusieurs fois dans le film, il le crible tellement de balles, ils le font traverser des vitres et des machins, il meurt. C'est-à-dire Terminator, il reste par terre, mort, ça dure 10 secondes, et puis il rouvre les yeux, et il se relève. C'est magnifique, mais tu sais, Tommy, on dit souvent dans le show la phrase d'Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et là, on est vraiment en plein dedans. Mais il y a un antécédent que j'avais vu à la télé quand j'étais petit, c'est Yul Brynner dans Monde Ouest, qui est une grosse inspiration pour Schwarzenegger, qui avait ce côté aussi implacable, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Ouais, dans Monde Ouest de Michael Christian, ouais, c'était bien. D'ailleurs, bon, ça a quand même un peu mal vieilli pour moi, Monde Ouest, mais quand tu le revois, il y a quand même ce charme, tu vois, mais effectivement, ouais, ça se rapproche carrément. Oui, c'est vrai. Et il l'a dit, hein. Schwarzenegger l'a dit qu'il s'était inspiré de moi, ça m'a été confirmé. Moi, j'étais ami avec Victoria Brynner, la fille de Yul, et ça m'a été confirmé que Schwarzenegger avait dit à la fille de Yul Brynner qu'il s'était directement inspiré. Mais le film a pas mal vieilli, effectivement. En particulier, le monde médiéval qui ressemble à une fête foraine, tu sais, de la Renaissance. Le Renaissance Fair, comme on dit. Mais Yul Brynner, il n'a pas vieilli. Parce que tout d'un coup, de voir le personnage des 7 mercenaires arriver derrière Benjamin et le père de Josh Brolin, James Brolin, ça le faisait quand même. Surtout quand on était petit. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Ah non, mais c'était ouais, ouais, non, c'était bien, c'était quand même très sympa. Et puis ça annonçait aussi tout le côté la robotique, la domination des robots sur l'humain, la réflexion par l'humain par rapport aux robots et tout ça. Il y avait déjà ça, mais après Cameron il le pousse, mais alors il va tellement plus loin après, je trouve. Enfin, Ah c'est ouais. Il y avait c'est eu un- aussi, Philippe, tu te rappelles de Génération Proteus, The Très bien. Demon Seed? Ouais, Très ça bien. c'était une des premières machines qui prenait, qui était Et qui terrifiante avait aussi. et qui avait la voix de Robert Vaughn. Ah, en plus, ton copain, ouais. Ouais. Philippe a dirigé Robert Vaughn, Ah ouais, c'est vrai. ouais, dans un Dans un téléfilm. téléfilm. Mais j'avais oublié à quel point le film est nocturne. Ça a dû être vraiment un tournage Oui. difficile parce que c'est un film qui est complètement de nuit. Et on se rend compte de la force une fois de plus de Cameron, c'est que Schwarzenegger arrive vers lui et lui dit excuse-moi, mais moi avec mon accent autrichien, je peux pas dire I'll be back. Il faut que je dise I will be back. Et peut-être qu'on en parlerait plus si ça avait été I will be back. Donc Cameron se Sûrement. bat et c'est extraordinaire quand même. Ouais. Il y avait aussi, alors c'est vrai parce que tu parlais des scènes nocturnes, mais sur les scènes de jour, parce qu'il y Ouais. en a quand même une ou deux, il a fallu tourner très très vite parce que ils n'avaient pas d'autorisation de tournage, notamment. Je crois que c'est la scène où il va chez la première Sarah Connor et qu'il la bute. Ok. Il fallait faire très très vite parce qu'ils n'avaient pas les autorisations de tournage. Donc il lui dit, écoute, tu regardes là, hop, t'avances, Wow. merci, au revoir. Il y a plein de scènes Incroyable. qui sont tournées comme ça, hein. Ouais, c'est fou. Alors que le film a une patine, on dirait, ça fait pas téléfilm, tu vois, Non, quasiment à aucun moment, quoi. non. Non, mais c'est aussi parce que c'est porté par à chaque fois des idées qui font que tu ne penses pas au budget. Tu vois, par exemple, je pense à cette scène dont tu parles, Tommy, où il arrive pour tuer Sarah Connor numéro un. En Ouais. fait, ça commence par une vue de camion, si je ne m'abuse. Tu Oui, sais, oui, oui, voilà, c'est ça. et le camion est écrasé par le pied En fait, c'est une maquette, un jouet. Et tout d'un Extraordinaire. coup, on est surpris. Et ce Ouais. plan anodin est devenu incroyable. Tu te dis, ah la vache, quelle Fantastique. bonne idée, tu vois. Tout le temps des idées, des Voilà. inventions de mise en scène extraordinaires. Non, c'est très impressionnant. Et je voudrais parler d'un des plus importants players du film, qui est Stan Winston, qui quand même amène justement toute cette science et technologie extraordinaire au niveau des effets spéciaux. Mais qui mélange l'animatronique, tu as vu avec le stop motion, on est presque dans du Harryhausen par moment, c'est ça Ouais. Mais moi j'aime ça, moi. Je suis moins emballé par les visages de poupées de Schwarzenegger quand il se refait l'œil, etc. Mais Ouais. bon, il y avait les mêmes genres de trucs dans Total Recall, tu vois, Oui, de C'est Verhoeven. vrai. C'est des fausses têtes et qui passent pas très bien, honnêtement, tu il vois. passe pas. Mais ça C'est passait vrai. pas déjà à l'époque, je trouve, hein. Oui, Même dans C'est Total vrai. Recall. Ouais, C'est vrai aussi. c'était un peu bizarre, quoi, quand même. Mais, Un oui, peu oui. limite, mais ce qui passe bien, moi je trouve, c'est justement de la stop motion passe bien avec les robots, parce que ces mouvements Oui, c'est saccadés, ça marche bien avec des robots. On avait vu ça aussi avec Ed 209 par Phil Tippett, tu sais, dans Robocop, où justement, ça le fait, quoi. Ces miniatures prennent vie. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté. Alors, il y avait aussi un truc robotique, mais ça, c'est Schwarzenegger apparemment qui l'a apporté. Ouais. La phase où il est dans la voiture de flic, il les poursuit dans le parking. Et en fait, l'idée, c'était de balayer du regard, passer de gauche comme ça à droite, de Génial. droite à gauche. Génial, Et génial. ça, c'est apparemment Schwarzenegger qui a instauré ce Extraordinaire. truc-là. Et il lui a dit, c'est génial cette idée, parce que là, on a vraiment l'impression, tu sais, d'un balayage comme ça de Il scanne le truc, ouais, c'est fou. scan. Ouais. Voilà, un scan. Génial. Ouais, c'est incroyable. I'm a friend of Sarah Connor. Mais même sa voix, tu sais, Cameron dit qu'il a cet accent autrichien marche très bien parce qu'il a une voix presque synthétique qui fait qu'en Kyle Reese, on se serait peut-être demandé pourquoi il a l'accent autrichien. Donc là, on se pose pas une seconde la question. C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est hallucinant. Ouais, ouais, non, c'est vrai. On se pose pas. Bah oui, non, mais tout est, je sais pas. Il y a tout qui correspond parfaitement bien. L'accent, Ouais. oui, presque cet accent autrichien comme ça, comme tu dis. Tout tombe Mais bien tu te en rends fait. compte, tu te rends compte ce qu'il a imposé, Schwarzenegger. Il a imposé son nom, déjà. Ouais, incroyable. Imprononçable. Aujourd'hui, non, on est habitué, mais au début, c'est imprononçable. Il a imposé son accent dans des rôles qui devenaient de moins en moins étrangers. Il a joué des mecs qui s'appelaient John Smith ou je ne sais pas quoi. Tu Oui, vois, et puis c'est il danse le problème. tango dans True Lies. Il acquiert tout d'un coup une grâce extraordinaire, moi je trouve, dans True Lies. Hallucinant. Mais il s'est appelé brièvement Arnold Strong au début de sa carrière, mais il est revenu à Oui. Schwarzenegger, t'as vu? C'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Mais comme Ah dit oui. Philippe, c'est vrai que c'était imprononçable à l'époque. Hein. On savait pas comment le prononcer. Ouais, mais mon père était allé le voir en salle à l'époque de Conan et il avait vu des Américains dans la salle qui disaient 2 places pour Arnold. Donc Ouais, c'était voilà. déjà devenu Arnold, tu vois. Arnold. Ah non, mais c'est devenu.
je sais pas s'il est devenu véritablement un acteur à la sortie de Terminator. Alors ça, je me pose la question, est-ce qu'il est devenu véritablement pas cette légende quand même en 84, mais disons cette espèce d'icône. Est-ce que c'est pas un peu Si. plus tard? C'est ça que je sais pas. Non, ça l'a cristallisé en un film. Et après, tout ce qu'on a fait avec lui, c'était un peu basé sur Terminator. C'est-à-dire, même dans D'accord. ses polars où il jouait le héros, il avait toujours le moment où il levait un flingue, où il armait, tu vois, un truc Ouais. comme ça. C'était Ouais. toujours basé sur Terminator d'une manière ou d'une autre. C'est Et, drôle. Et le Mais, film, il a figé, quoi. Ouais, mon père m'avait dit que pendant il faisait beaucoup d'argent avec des gymnases, tu sais, il a fait du real estate, il a fait de l'immobilier et tout, il était déjà milliardaire, enfin très très riche avant de devenir acteur, et que pendant qu'il soulevait la fonte à Gold's Gym, le soir, il allait prendre des cours de comédie, de théâtre. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment travaillé à la question, et on voit que c'est un vrai acteur, puisqu'il a très rapidement basculé dans la comédie par la suite, et que c'est pas fatalement évident à faire la comédie. Call her. I just called her. Call her again. Give me a cigarette. Pour parler du reste du casting avec toi, Philippe, ils sont formidables. Bon, Lance Erickson, qu'on avait vu effectivement déjà dans Un après-midi de chien, qu'on connaissait un petit peu, qui avait ce visage terrifiant. Il est formidable dans l'adjoint du flic. Et le flic, le chef de la police, enfin le type, là, il est formidable aussi. Je connais pas son nom. Et mon préféré, c'est le psy. Comment il s'appelle, Paul pardon Winfield. Paul Winfield, c'est s'appelle ça. le flic. Et le psy, comment il s'appelle? Earl Bowen. Ah ouais, lui, il est vraiment extraordinaire parce que Il c'est un a fait 3 personnage. films, hein, je crois. Il a fait 3 Ouais, Terminator. Ouais. Exactement. Et à chaque fois, il revient. Je me rappelle. Ouais, c'est un personnage de pure comédie, quoi. Il est fantastique. Lui, il croit à rien, il se moque de tout, et en fait, à chaque fois, il tombe des nues. C'est assez drôle comme personnage. Mais j'ai lu que Linda Hamilton se tord la cheville. Tu as vu ça, Tommy? Non. Elle s'est tordue la cheville assez tôt dans le film, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'inverser le planning, de tourner un maximum de trucs où elle a rien à faire. Il y a plein de scènes où justement elle a un pied dans le plâtre et tout. Donc ça a dû être très compliqué à gérer en début de film aussi. Ouais. Et ça, mais si tu veux, enfin, Linda Hamilton, en tout cas, le personnage de Sarah Connor joué par Linda Hamilton, je trouve que c'est aussi un super bon choix parce que vu qu'il y a cet arc narratif, en fait, de la femme frêle qui va devenir la femme forte et quasi sauveuse de l'humanité, donc qui est un thème finalement super récurrent chez Cameron. Ouais. Il n'a pas attendu les néo-féministes et tout ça pour en parler. Lui, tout de suite en 84, lui, c'est les femmes ont le lead et ça va pas s'arrêter, hein, ça va aller jusqu'au bout, même jusqu'à Avatar. Ripley, bien sûr. Ouais. Ripley, etc. Moi, je trouve que c'est une super idée parce que encore une fois, c'est une surprise de plus dans le film parce qu'on se dit, mais comment cette jeune femme toute frêle, elle va devenir l'héroïne véritablement du film, et c'est elle qui devient et ça, je trouve que c'est vraiment encore une fois la bonne surprise et à laquelle on s'attend pas, quoi. Et c'est vraiment, je trouve ça génial, quoi. C'est vrai. Ouais. Et comme tu dis, on se demande comment ce petit bout de femme va arriver à terrasser ce monstre qui est absolument instoppable. Mais Philippe, il y a un personnage qui est important aussi, c'est Brad Fiedel, qui est Fiedel, je sais pas comment on prononce son nom, mais la musique, cette musique extraordinaire du film. Formidable. Il a dit que c'était comme un homme mécanique et son battement de cœur. Et effectivement, on a ça complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et chaque fois qu'on entend les premiers battements, c'est stressant. On sait qu'il va débarquer, qu'il va défoncer une porte, qu'il va tuer 12 personnes. Oui, puis c'est un leitmotiv aussi fort que Bruce, le requin des Dents de la Mer. Tu vois, tout d'un coup, comme tu dis, ça arrive. Ou même, j'avais beaucoup aimé aussi la sirène d'alarme du Joker dans The Dark Knight. Tu sais, c'est des signatures musicales qui vous restent dans l'oreille et t'as presque un réflexe de pavlovien avec, quoi. Et vous trouvez pas que... Bah alors moi j'aime beaucoup hein, la BO de Brad Fiedel, ça, il n'y a aucun problème, et sur les deux. Mais je trouve que sur le premier, je sais pas si ça vous fait ça, mais j'ai toujours trouvé qu'elle se rapprochait un peu des musiques composées par John Carpenter lui-même. Ouais. Exactement. Sur ses films. J'y ai pensé. Absolument. J'y ai pensé, ouais. Il y a vraiment cette tonalité. Mais quand on sait que Cameron a fait les matte paintings de New York 97 et donc a travaillé avec Carpenter, il a probablement effectivement appris beaucoup de choses de Carpenter qui avait ce côté do it yourself, tu vois, de guérilla cinéma dont on parlait, et cette musique extraordinaire qui est complètement carpenteresque. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça m'a frappé encore plus cette fois-ci.
À la sortie du film, vous avez vu, il a eu des critiques assez mitigées, et il y a des images que peut-être Romain nous mettra, puisque c'est lui qui me les a fait découvrir sur Facebook. C'est Michel Blanc qui détruit le film à Avoriaz. Vous avez vu ça? oui. Hier soir, ici, j'ai vu un film qui s'appelle The Terminator, qui est une bêtise effondrante, filmé comme Starsky et Hutch. Alors si c'est ça, évidemment, c'est un peu décevant. Comme en plus il a des chances d'avoir le prix, je tiens à dire que je considère ça comme de la merde. Si, je l'ai vu, mais je sais plus ce qu'il dit, mais oui, je suis tombé dessus il y a pas ouais. longtemps. Ouais, Oui, en oui, gros, c'est vrai. ça le fait pas du tout pour lui, et pour pas mal de gens sur place, d'ailleurs, c'est des gens qui l'ont reçu, alors que moi, quand je l'ai reçu ado, pour moi, ça y est, c'est comme quand j'ai vu Star Wars, d'ailleurs, j'adore ton t-shirt, Tommy, voilà, montre-le nous, magnifique, Vador, et donc, ça a été le même choc, quoi, comme Robocop, comme ces films où tout d'un coup, tu sais qu'il s'est passé quelque chose d'important, quoi, dans le cinéma. Je vois qu'aujourd'hui, l'homme fort est représenté par certains cinéastes, par un monsieur qui a été 4 ou 5 fois Monsieur Univers avec des gros muscles. Bon, moi, c'est pas exactement comme ça que je me représente l'homme fort. Alors, avant de quitter le casting, parlons quand même de Bill Paxton, qui apparaît au tout début, il joue un des 3 punks. Génial. À qui Arnold pique son blouson ou son t-shirt ou ses bottes, je sais pas. Et il apparaît quelques secondes avec les cheveux en crête bleue. Fuck you, asshole! Et voilà, et c'est un acteur qui comptera aussi pour Vous avez Cameron, reconnu parce que- un des 2 autres voyous aussi, ou pas, Philippe, tu l'as reconnu? Oui, je me rappelle plus de son nom, celui qui est prognate, là. C'est celui qui joue dans Cobra, qui dit tout le temps « Pig » en parlant à C'est ça. Stallone, tu te rappelles? Il est formidable parce qu'il ressemble à Schwarzenegger en plus, donc tu les as tout d'un coup face à face, tu sais, pour la première fois. Wash day tomorrow. Nothing clean. Brian Thompson, c'est pas ça? Brian Thompson, c'est ça, bravo. On va savoir d'où ça sort, ça. Bravo Philippe. Et il l'avait traité comme de la merde sur Cobra. Il arrêtait pas d'arriver vers le météorocène Pan Cosmatos en essayant d'amener des idées pour nourrir son personnage. Et tout le monde l'envoyait chier, ce qui fait qu'à l'arrivée, il a rien à faire. Le pauvre. Tu as entendu parler, Tommy, du plagiat avec Harlan Ellison? Oui, alors j'en avais entendu parler et il y a eu, je crois, une procédure d'enclencher parce que effectivement, c'était donc le scénariste. Alors si je me trompe pas, hein, c'était le scénariste d'un épisode de télé de Au-delà du réel, si je dis pas de bêtises. Outer Limits, c'était Au-delà du réel en français, c'est ça, hein? Voilà, et qu'il y a eu un problème. Donc lui est allé monter au créneau et a dit bon bah en fait tout mon script est pompé quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Cameron n'a rien inventé. Ça s'est réglé. Je crois que, Orion, donc la société de prod, a dû verser des tubes. Oui. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais au générique, Harlan Ellison, il y a marqué inspiré des œuvres d'Harlan Ellison. Ils ont été obligés de reconnaître au générique. Mais ouais. Et maintenant, grâce à cette merveille de la science, l'humanité... Ici le président des États-Unis d'Amérique. Je n'accepte pas la menace. Je ne rétablirai pas la liaison précédemment réalisée entre vous. Missile lancé. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ouais. Donc ce n'est pas forcément une création totale de James Cameron en fait. Donc, oui, bien qu'il nie avoir été inspiré par, mais peut-être l'a-t-il vu quand il était enfant et l'a régurgité plus tard, comme ça peut arriver. Ouais, mais d'accord. on a 5 suites, 5 sequels qui sont toutes un peu. Il y en a certaines, ça commence à devenir de plus en plus problématique par la suite, mais je crois que Schwarzenegger revient quasiment dans toutes. J'avais pas mal aimé la 3e, bizarrement, parce que je trouvais que j'aimais bien la Terminatrix, qui était jouée par Christina Loken, qui je trouve avait une vraie personnalité. Bon, c'est pas du tout au niveau de ce que fait Cameron, mais c'était un possible. J'avais bien aimé les Sarah Connor Chronicles, tu avais vu ça? C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal, et j'aime Tu l'as beaucoup vu, Tommy, l'actrice, ouais. là. Ouais. Oui, j'avais vu les Sarah Connor Chronicles et c'était intéressant. Après, le problème, c'est que ça rejoint la problématique des suites. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai toujours pensé qu'en 2 films, Cameron, il avait absolument tout dit et que tu ne peux plus en rajouter. Et le fait de montrer, par exemple, dans Terminator Salvation, le futur, bah, c'est pas si intéressant que ça, parce que c'est justement, ce qui est intéressant, c'est de le montrer par bribes, comme dans le premier et dans le 2, parce que c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est
comment dire, c'est pas le futur parce qu'on sait comment il est. Bon, ok, c'est un futur apocalyptique, etc. Donc on nous l'explique, on le sait, mais c'est justement ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire quand Bien sûr. à l'aune de ce truc-là et quand tu joues après sur ces questions-là et que tu montres absolument tout, je suis pas convaincu que ce soit. Je suis d'accord à tel point que je peux pas te dire la différence entre Genesis et Dark Fate. Pour moi, c'est la même chose. Tu vois, je les mélange, quoi. Quasiment, Ouais. ouais. En tout cas, les deux sont vraiment extrêmement. Enfin, bon, pour moi, c'est vraiment mauvais, quoi. Parce que. En plus, ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'une fois qu'ils ont fait le T-1000 dans le 2, tu peux pas faire mieux. Et ils essaient à chaque fois de réinventer un méchant, mais à chaque fois, ils reviennent avec un T-1000, plus ou moins plus sophistiqué, mais c'est un petit peu comme Tom Cruise après avoir escaladé le Burj Khalifa. C'est compliqué de faire mieux dans les missions impossibles qui suivent, si tu veux. Non, et puis le vieillissement physique de Schwarzenegger pose problème aussi, tu vois. Parce que on voit que c'est un mec de 50 et quelques années dans les Suisses. Et normalement, un Terminator, c'est un robot, il n'a pas de. Ah non, il est censé vieillir, c'est comme ça qu'il explique. Puis il est censé avoir mauvaise haleine. C'est un organisme qui imite parfaitement les êtres humains. C'est comme ça qu'il l'explique, si tu veux. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il essaye de donner la justification de ça, quoi. Mais moi, je pense que quand tu as vu le 2, c'est tellement difficile d'aller plus loin. Ça y est, tout est bouclé, Ouais. il a tout dit, il a tout raconté. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Je veux dire, tu vas pas. C'est compliqué de faire 4 films de plus pour nous expliquer que le danger, c'est la robotique, que c'est l'IA, que c'est ci, que c'est ça. Je veux dire, tout est dit, il y a plus rien. Et ça se voit. Enfin, je veux dire, après, ça ne fait que tourner en rond. À part, oui, Sarah Connor Chronicle qui apporte un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, mais. Ouais. Pas tant que ça au final. Enfin, c'est bien fait, c'est toujours un plaisir de replonger dans cet univers. Pour une série télé, je trouve que c'était quand même une bonne déclinaison du mythe du Terminator, parce qu'en général, c'était souvent très très dilué et pas du tout à la hauteur. Alors là, sans être du Cameron, c'était quand même assez satisfaisant. Il y a quand même une des plus grandes arrivées de l'histoire du cinéma, c'est Arnold Schwarzenegger tout nu dans la rue, tu sais, quand il arrive là. Avec l'électricité autour, mais que tu vois ça, t'as cette espèce de statue qui prend vie, c'est quand même hallucinant. Il y a un truc qui est marrant, qui est un peu trivial, mais c'est marrant, je trouve, c'est quand il rentre dans le bar, tu sais, et qu'on voit à travers ses yeux, et que tu vois une femme qui lui regarde la zigounette et qui fait « Ouh, joli !» Oui, dans le 2, ouais. Ouais, c'est dans le 2, c'est très drôle. dans le Mais il y a un truc... Oui, c'est dans le 2, en fait. Mais il y a un truc que dénonce Cameron aussi, c'est que s'il devait faire un Terminator, c'est pour ça qu'il pensait à Lance Erickson au début, c'est que Schwarzenegger, il passe pas du tout inaperçu, nulle part. Nice night for a walk, eh? Nice night for a walk. T'as cette espèce de monstre qui arrive et on ne regarde, tu peux pas ne pas regarder que lui, si tu veux. Déjà, il a de la chance de trouver un punk au début qui a les mêmes mensurations que lui, quand même, pour prendre la veste. Ouais, c'est vrai, comme par hasard, ça tombe bien, mais ouais, effectivement. Bah, c'est pour ça qu'il lui a pas donné le rôle de Kyrus, quoi. Ça avait pas de sens. Ça avait pas de sens. C'est vrai. C'est pas possible. Mais c'est la force d'y avoir pensé, parce que et Schwarzenegger était déjà un nom à l'étranger. C'est pour ça que Orion voulait vraiment l'avoir pour Kyle Reese, parce qu'il savait qu'il pourrait vendre le film à l'étranger. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai vu le... Ouais, voilà. Et quand j'ai vu le logo d'Orion, j'étais content. Moi, c'était des bons souvenirs. Orion, ils ont fait des films qui m'ont marqué, quoi. Ouais. Ah bah Orion, ils ont même été jusqu'à produire. Alors bon, évidemment, il y a Robocop, etc. et beaucoup de films d'action, mais ils ont été jusqu'à produire des films de Woody Allen quand même aussi. Hein. Exactement. Il y a toute une période où il s'est fait produire par Orion sur quelques films. Ouais, j'avais oublié, mais c'est vrai. C'est sa meilleure période en plus. Pour moi, c'est sa meilleure période. Ouais. Tu sais, c'est une autre femme, et tous ces films-là, c'était Anna et sa sœur. Mais c'est pour ça que j'ai ce réflexe aussi pavlovien. Quand je vois Orion, je suis content. C'est comme quand tu vois United Artists, un certain logo qui te ramène. C'est une Madeleine de Proust qui marche bien, quoi. Il y a un truc qui est très années 80, c'est tous ces effets électriques, tu sais, qu'on voit partout. Ça, on aimait beaucoup l'électricité. C'est comme dans les Retours du Jedi, dans tous les Star Wars, il y a pas mal d'électricité aussi. ça fait un petit peu démodé, mais... Et c'est assez gore quand même, parce que tu as vu quand il perfore l'estomac je crois que c'est de Bill Paxton, tu vois les viscères et tout, etc. On est vraiment dans un film il était R à la sortie, il n'était pas PG-13, je crois, non? Alors, ouais, Philippe, vas-y. Non, je sais pas. Parce qu'il y avait ce système de PG, mais c'est pas arrivé avec Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, ça, c'est ça que je sais plus. C'est-à-dire qu'il y avait un système. Si, exactement. À partir du moment, voilà. Mais c'est sorti la même année en même temps. Enfin,
Les deux films sont sortis en 84, donc c'est là où je sais plus. En Mais tous les cas, tu as raison, c'est le temple maudit qui a motivé le changement de censure, parce qu'effectivement, c'était trop dur pour les enfants. Ouais. Et il y a un truc qui est drôle, c'est que Michael Biehn vole les vêtements d'un clochard, lui, tu as vu? Et ça me rappelait, tu te rappelles Philippe Gottlieb, quand Superman se faisait voler ses vêtements par un clochard dans la cabine téléphonique, et Superman repartait avec les vêtements du clochard. Clark Kent. Parce qu'il était tout nu. Mais ouais, il a un bon look, Michael Biehn, quand même. Il est très en forme physiquement aussi. Et puis, il est formidable. Il est crédible tout le temps, quoi. Et puis ils ont eu la bonne idée de lui abîmer le visage avec ses fausses cicatrices, etc., qui fait pas jeune premier, tu vois. C'était une très bonne idée, ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est non-stop, le film. Il n'y a pas de gras, t'as vu. Dès l'instant où ça démarre, ça s'arrête jamais. Ouais. Comme Terminator, en fait. Ouais. That's Italian. You can go pump or auto. Il y a une légende qu'on voit à un moment, c'est Dick Miller, qui est... Ah oui. Exact. There's a 15-day wait on the handguns, but the rifles you can take right now. You can't do that. Il se fait plomber quand même dans l'armurerie. Le pauvre. Il est génial parce que Schwarzenegger, je suis pas sûr qu'il y ait des balles sur le comptoir dans une armurerie. Mais ceci dit, ça fait une belle scène. La scène, elle est oufissime. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, là, tu te dis... J'adore comme Schwarzenegger traite les gens de Dick Miller à ce gros en salopette qui se fait jeter juste parce qu'il est au téléphone dans une cabine téléphonique, t'as vu? Ah ouais, ce dialogue, il est exceptionnel. Et il y a beaucoup d'humour, ouais. Bah, tout est comme ça, quoi. C'est-à-dire que, pareil, à un moment donné, quand il doit prendre une voiture de flic, le Terminator, il prend le flic, il lui explose la tête comme ça, il le vire. Et puis tout ça est en mode très automatique, il n'y a pas de... Oui, c'est naturel, ils font pas un sort au truc, ouais. Il n'y a ni pitié. Comme le dit dans ce fameux dialogue qui est absolument hallucinant quand il parle à Sarah Connor dans la voiture, quand il lui dit mais je crois que tu comprends pas à qui on a affaire, enfin à qui t'as affaire, il ne connaît ni la peur, ni les remords, ni la pitié, et il va de toute façon te tuer quoi que tu fasses. Incroyable. Et là, toi en tant que spectateur, c'est là où je trouve il y a un point de bascule vraiment dans la peur totale. C'est-à-dire que tu te dis je suis totalement en insécurité et comment ça va se dérouler, parce que jamais il arrive à lui mettre la main dessus, mais ça va être une... Ça me fait penser au moment où Ian Holm, le répliquant, tu sais, dans Alien, décrit l'alien à l'équipage et leur dit vous avez toute ma sympathie après, parce qu'effectivement on sent qu'ils sont face à l'ange de la mort, il n'y a rien à faire, quoi. C'est clair. Il y a un truc que j'aime bien à propos de films d'horreur, c'est les chiens qui réagissent comme avec un vampire, tu sais. C'est comme ça qu'on repère les Terminators. Et dans le deuxième, tu te rappelles, quand il dit comment s'appelle ton chien? Et il dit your foster parents, tes parents adoptifs sont morts. Il lui dit simplement. C'est vraiment radical, quoi. Tout est radical. Il y a vraiment non, mais mais ça va de tout, quoi. Ça va de la gestuelle des personnages au dialogue. C'est complètement radical, mais c'est à l'image des films de Cameron, quoi. Je veux dire, les films de Cameron, ce sont des films radicaux, bien plus que ceux de Spielberg, à mon sens. Je suis d'accord. Ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est autre chose. Et il y a un truc qui fait très bien Cameron, c'est les sautes dans le temps, parce que le passage du présent au futur et vice-versa est parfait. Et ça, tu vois ça dans Titanic aussi. C'est quand on passe dans la mer et que tout d'un coup, on repart dans le passé et tout. C'est incroyable le travail de montage et de fluidité. Oui, c'est vrai, avec un coup je crois, de fondu enchaîné, je crois, enfin en tout cas, ou même sans ça, mais c'est vrai qu'il y a, c'est totalement fluide, avec des parallèles avec nos machines à nous de 84 et avec parce qu'il y a toujours une idée visuelle ou sonore. Tu sais, quand par exemple on est dans le flashback de Kyle Reese, où on voit les robots qui massacrent tout le monde, etc., c'est un bruit d'aujourd'hui qui le réveille et qui s'intègre à son rêve, c'est-à-dire c'est extraordinaire. C'est ça qui fait la liaison, c'est très fort. Hein. On a le Walkman aussi. Moi, je me rappelais de ce Walkman qui était très important au début. C'est on découvrait le Walkman comme dans la Boom, tu sais. Et Philippe, ce que tu disais est vrai, c'est qu'il est de plus en plus abîmé après cette séquence extraordinaire du nightclub. J'adore les scènes de nightclub dans les films, tu sais, surtout quand ça se met à défourailler. Mais là, il est comme Chucky, tu sais, dans Child's Play, il est de plus en plus abîmé comme la poupée de Chucky. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'ai vu le 2,
Tu sais, je t'ai dit, bon, là, maintenant, c'est une star, Schwarzenegger, ça va pas recommencer. Si, You hurt? il le rebousille très vite dans le film. Il a plus de gueule, il a des trous partout. I'm Reese, Sergeant TechCom, BN 38416, assigned to protect you. Michael Biehn est toujours dans l'urgence. Il n'y a pas un moment où il s'arrête et tout d'un coup il bouffe un steak. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? D'un hamburger! Avec du fromage! Qu'est-ce que c'est, un cheeseburger? Cheeseburger, vous savez ce que c'est? Parce qu'il doit bouffer des cafards dans le futur quand même. Il n'y a pas un moment où il prend un bain ou une douche. Le mec, il est vraiment motivé, quoi. Il n'y a jamais de repos en fait. Jamais. Dans ce film, c'est quand même incroyable parce qu'on ne se repose jamais. Alors si, il y a quand même. Et là, pour moi, c'est une des plus belles répliques du film, là, pour le coup. C'est quand ça se pose et qu'il y a la fameuse scène où ils font l'amour tous les deux quand même. Ouais. Justement, où ils vont quelque part enfanter John Connor et qui lui sort quand même peut-être une des plus belles phrases d'un romantisme absolu. I came across time for you, Sarah. I love you. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Extraordinaire, mais ça rappelle Gary Oldman, I've crossed ocean of time to be with you. Tu sais, quand il dit j'ai traversé des océans de temps pour être avec toi dans Dracula. Oui, mais sauf que l'autre, il l'avait. Enfin, alors après, est-ce que c'est adapté du roman de Bram Stoker? Ça, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire pas, ça rappelle ce romantisme que reprendrait Coppola plus tard. C'est toi qui as raison, mais c'est incroyablement fort. Hein. C'est fou. Mais là, parce que si tu veux, cette phrase, elle est incroyable parce qu'il faut y aller quand même dans le contexte du film. C'est-à-dire, c'est quand même un film, genre avec un univers très poisseux, avec, ça se passe dans un motel miteux. Enfin, t'as quand même un espèce de robot qui les poursuit et il trouve le moyen de sortir cette réplique, de l'écrire, de la dire, et que ce soit aussi crédible et aussi mais n'oublie pas que romantique plus que dans Titanic. C'est très bien amené, puisqu'on comprend qu'il est amoureux de Linda Hamilton depuis sa naissance, pratiquement, puisqu'il avait cette photo qui a été extraordinaire. Tu vois, dans le futur, et qu'il regarde sans arrêt. Et donc il est amoureux d'elle avant d'arriver. Ouais. Donc cet amour, il est ancré en lui, et c'est très joli, en fait. Hein. Extraordinairement bien scénarisé, à tel point que je voudrais quand même dire le nom du co-scénariste qui est William Wisher. Ouais. Voilà, William Wisher, je l'avais pas précisé au départ. Ouais, et qui est quand même formidable et qui donne cette structure au film qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'un simple film d'horreur ou un simple film de robot, mais il y a tous ces backgrounds dont tu parles de romantisme, d'humour, c'est d'une richesse incroyable. Et en plus, tu as vu que quand je disais que c'était gore, mais c'est jamais vraiment crade. C'est pas du gore de Romero, etc. C'est viscéral, mais comme le body horror est sur un robot, ça passe beaucoup mieux que si c'était des êtres humains, tu vois. Ça, c'est l'intelligence de Cameron de se rendre compte qu'il fait un truc qui est viscéral sans être dégoûtant. Et puis, il fait pas des choses redondantes. Tu vois, par exemple, quand il tire au hasard dans le Tech Noir, tu vois des innocents qui prennent des balles dans le dos, qui tombent comme des mouches, etc. T'as pas besoin de faire de sang. C'est déjà choquant en soi, tu vois. Il est en train de descendre, mais comme ça, aveuglément, n'importe qui, ça suffit, quoi. Ouais. I'll be back. Et cette scène extraordinaire, I'll be back. Donc quand il retourne dans ce commissariat avec ça, et qu'il défonce le truc, ce flic à moustache est devenu un des acteurs de second plan les plus connus du monde grâce à cette scène. Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup... Dès que j'ai vu sa gueule, c'était comme de voir un vieil ami, tu vois. Et c'est marrant parce que la scène, avant d'aller chercher sa voiture et de tout casser, tu as vu, il regarde la structure des murs. Terminator. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il sort chercher sa voiture. Et en plus, t'as vu, en entrant, il croise le psy. Oui. Il sort. Mais d'ailleurs, il aurait pu rentrer directement, en fait, sans faire tout ce blabla. Il aurait c'est vrai. Quand on y pense, c'est vrai. mais juste, encore une fois, quoi, il te crée une scène qui rentre dans la légende, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc en plus qui était vraiment pas indispensable, et hop, il te crée une légende juste avec une scène, un I'll be back, un retour sur les lieux. C'est incroyable, mais c'est une des premières fois où en plus on voit, tu disais, il est instoppable et c'est vraiment un méchant. On se dit comment ils vont avoir raison de lui, mais c'est la première fois que je vois un commissariat qui est décimé comme ça. On se dit, s'il fait ça aux flics. Mais alors, c'est quoi le dernier rempart exactement? C'est ça, c'est là où on se dit, mais il n'y a aucun échappatoire possible. Voilà. Est-ce qu'il y avait ça dans Assaut sur le Precinct 13? Il y avait déjà un petit peu cette ambiance de commissariat décimé, ou c'est Cameron qui a inventé ça? Alors, non, je crois pas. Non, c'était.
Non, parce que c'était un plus. siège, c'était plutôt un siège, quoi. Voilà, c'était Rio Bravo, exactement le modèle. Ouais, Rio Bravo. Et c'est vrai, il n'y avait pas ce côté totalement. Enfin, il y avait moins, pour le coup, ce côté punk, quoi. Genre, enfin, politiquement incorrect, parce qu'il faut quand même le faire, quoi, dans un film, à décimer un commissariat, mais c'est pas, enfin, c'est vraiment politiquement incorrect pour le coup. Et il y a un vrai truc, voilà, autour de ça, quoi. Et t'as vu comme ils se débarrassent éhontément de Paul Winfield et Lance Henriksen, on les voit même pas crever. C'est vrai, c'est vrai. Ils tirent, on comprend qu'ils sont morts, mais on s'en fout. Ah, tu as raison, il leur fait pas du tout une sortie. Et je voudrais juste signaler aussi qu'il y a un grand ami de Schwarzenegger qui fait un autre Terminator, qui est Franco Columbo, qui était un culturiste très connu en Amérique, qui est tout petit, mais extrêmement bien bâti, et qui fait ce Terminator dans le futur qui décime tout le monde, tu vois. Ça, c'était un des meilleurs potes de Schwarzenegger, avec qui il s'entraînait à Gold's Gym, tu sais, à Santa Monica. Et j'adore aussi comme ils peuvent prendre la voix des gens, tu sais, ça on le verrait aussi beaucoup dans le 2, c'est qu'ils peuvent imiter les gens avec leur voix, et ça, c'est des grandes idées de scénario aussi. Ah ouais. En plus, tromper le héros, tromper l'héroïne, enfin, c'est incroyable, quoi. Il peut tout faire, Non, mais vraiment, hein, je me dis, des fois, je me pose encore la question, mais même quand le film, tu l'as vu 30 fois, tu te dis, oui, mais comment vont-ils s'en sortir? Tout est là, quoi. Oui, c'est ce genre de film, tu sais, comme la fin de Casablanca, où tu espères que cette fois-ci, ça va se passer mieux. C'est drôle. Tu parlais de Cameron et de Spielberg, c'est intéressant parce qu'il filme le sexe, Cameron. Contrairement à Spielberg, il y a une sensualité dans cette scène dont tu parles qu'on ne trouve pas fatalement. Bon, t'as Munich, qui est peut-être pas la plus grande scène d'amour de l'histoire du cinéma, mais donc Cameron, il a peut-être plus de cordes à son arc, c'est possible. Ah bah là-dessus, il est pas du tout, en fait, il est pas du tout pudique. C'est-à-dire que Cameron, il a toujours montré le sexe, mais ça va jusqu'à Avatar. Enfin, je veux dire, le premier Avatar, il y a quand même une scène de sexe entre eux, voilà. Et ça l'a jamais, enfin, je veux dire, ça l'a jamais dérangé. À l'inverse d'un Spielberg qui lui a toujours été extrêmement pudique sur cette question-là, et il a toujours réussi à détourner des éventuelles scènes de sexe en humour. Jones. Je ne sais pas si ça vient du fait que Cameron est un Canadien et pas un Américain, justement, et qu'il n'y a peut-être pas ce côté puritain qu'ont beaucoup d'Américains. Enfin bon, ça, on extrapole un peu trop loin, peut-être, ouais. J'adore ce monstre de métal. Tu sais, une fois qu'on a brûlé la chair, c'est ça. C'est exactement le rêve fiévreux dont tu parlais au début d'émission que Cameron a eu en Italie. C'est ce torse métallique qui tout d'un coup est une vision d'enfer, et c'est un des plus beaux designs de robots qu'on a jamais vu d'ailleurs. Le moment où il sort des flammes, tu sais, qu'il avance comme ça vers la caméra, tu te dis tout d'un coup, moi, je me souviens, je m'étais dit la première fois, non, cette fois c'est foutu, ils ont aucune chance. C'est-à-dire qu'il est même pas abîmé, quoi. Tu vois. C'est vrai que c'est fou parce qu'à ce moment-là, on a l'impression, alors oui, qu'ils n'ont aucune chance, mais en même temps, on se dit, ah, ça y est, il est détruit, ah ben non, il n'est pas détruit, etc. Il y a tu sais, la règle de ce que certains disent, la règle des 3 climax chez James Cameron, je crois. Il y a cet esprit-là, si tu veux. La première fois, on pense que bah, ça y est, il est mort. Non, il se relève. Et il y a encore une deuxième fois, et après, à la fin... avec la final girl qu'on a dans les films d'horreur, qu'on avait... Et t'as remarqué, tous les films d'action dans les années 80 se terminent dans une fonderie à chaque fois. Ou un entrepôt. T'as toujours ces images dans Cobra aussi. Il affronte Brian Thompson, dont on a appris le nom aujourd'hui grâce à toi, Philippe. Il l'affronte également dans une espèce de centre métallurgique ou une fonderie. T'as toujours les mêmes visions de lave qui coule, tu sais. C'est très drôle. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait attention, effectivement. Oui, t'as raison. Ouais, c'était très, je sais pas, ils utilisaient tout le temps ça. Ouais, effectivement, t'as raison. Ouais. Et dans Terminator 2 aussi. Ouais, exactement. En tous les cas, comme on disait, c'est un classique instantané, tout comme cette émission. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le Terminator le dise ou qu'il se taise à tout jamais. I'll be back. He said there's a storm coming in.
I know. Bien, merci mes ciné-buddies pour ce voyage dans un des joyaux de la filmo du grand James Cameron. Vous fûtes de valeureux soldats du futur. Nous avons déjà changé pour le mieux le futur de notre show en croisant ta route. Ah, merci. on est Vraiment, ravis c'était un régal et un réel plaisir. Merci pour l'invitation, Jean. Vraiment, je suis très très honoré. Voilà. Bah écoute, tu fais désormais partie de la Kino Family. We accept one of us. We accept one of us. One of us. C'est un petit peu comme la famille Manson. On t'expliquera tout ça après l'émission. Ou la famille Adams. La famille. Merci beaucoup en tout cas pour l'invite. C'était super. Merci à toi. Merci. Hein. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu, comme le veut la tradition, le moment de dire votre nom et votre phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Zedbon, merci de votre attention. Dirty Tommy, le flingueur critique. Voilà. Parfait. Je fus Jean Weber pour Kinopod. I'll be back. Tout le monde se sert de la même phrase. Et maintenant, pod. Kinopod. Pardon, Tommy. J'espère que tu reviendras quand même. Ouais. Ah non, c'est génial.